Et pour en parler, pour commenter avec nous sur ce plateau, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris. On précise que le Sénat n'a pas voté. Voilà. François-Michel Lambert, bonsoir. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône. Vous vous êtes abstenu. On verra ça. Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine du Gard, vous avez voté contre et nous a rejoint aussi notre spécialiste politique TF1 News LCI, Renaud Pila. Jean-Michel, on va regarder un sujet tout de suite, mais quand vous dites vous êtes abstenu, on va voir ça, vous êtes abstenu parce qu'il y a eu un problème de comptage à un moment donné, donc vous avez voté, vous êtes abstenu. Le groupe écologiste, dans son ensemble, s'est abstenu pour ce qui nous concerne. Et l'idée, c'est que nous ne sommes pas au gouvernement, donc vigilance, une abstention de vigilance, mais d'engagement aussi. Nous sommes toujours dans la majorité gouvernementale. D'accord, mais vous êtes bien abstenu, c'est une précision, parce qu'il y a un petit problème de chiffrage en fin d'après-midi avec le décompte. Dans le décompte, oui, c'est chez les socialistes où il y a effectivement... Il y a une collègue qui avait donné son pouvoir à un autre député qui n'a pas voté comme il lui avait demandé. Elle a donc fait rectifier son vote. Bon, voilà pour la... On ne peut pas se faire confiance entre socialistes. Ah, bah, ça arrive. Alors, attendez, avant de débattre, on va revenir quand même sur cette journée. Un vote de confiance. Ça peut arriver partout. Ouais. On recule depuis le mois d'avril et cela apparaît comme un nouveau revers politique pour l'exécutif. C'est le sens des commentaires ce soir. Le président socialiste de l'Assemblée, Claude Barthelone, reconnaît que le vote du budget qui s'annonce sera délicat. Sophie Lançon. Pour l'approbation, 269. Camouflé pour Manuel Valls, s'il obtient la confiance avec 269 voix pour, il est loin des 306 favorables du mois d'avril. Surtout, le nombre de frondeurs socialistes qui s'est abstenu triple et grimpe de 11 à 32. Mais le Premier ministre ne veut y voir que le renforcement de sa légitimité. Avec la force que donne ce vote, les parlementaires ont décidé que nous allions poursuivre cette route. Cette route, mesdames et messieurs les parlementaires, nous allons la poursuivre jusqu'à la fin du quinquennat. Pour l'opposition, en tout cas pas de doute, c'est bien un échec. Le gouvernement n'obtient pas la majorité absolue qui s'élève à 289 voix. Un Premier ministre qui, en 5 mois, perd 38 voix de majorité dans sa propre famille politique, c'est le signe que ce gouvernement, aujourd'hui, n'a plus de crédibilité pour tenir. Les frondeurs, eux, tentent de minimiser tout en lançant un avertissement pour l'avenir. Nous ne cherchions aujourd'hui ni victoire ni défaite pour quiconque. C'est une démarche à la fois de conviction, c'est aussi une démarche collective, c'est naturel quand on a défendu des propositions. Nous allons continuer bien évidemment à mettre en avant, en particulier dans les votes pour les budgets. Le budget 2015 qui doit être voté en octobre, l'une des échéances périlleuses pour l'exécutif, tout comme la loi sur la croissance ou encore la réforme territoriale. Le gouvernement n'a toutefois besoin que de la majorité des suffrages exprimés, pas de la majorité absolue pour faire voter ces textes. Et si jamais il n'est pas certain de l'obtenir, il peut faire usage de ce que l'on appelle le 49.3, ce qui permet une adoption sans vote. Marie-Noëlle Lienemann, si vous aviez pu voter, vous auriez voté contre la confiance à Manuel Valls? J'aurais voté comme les autres 10 frondeurs. Abstention. L'abstention parce que je pense qu'il fallait jouer la carte d'une pression collective pour faire bouger les lignes. J'ai plaidé au sein du groupe des frondeurs plutôt le vote contre parce que je pense qu'il y a des moments où, quand on n'est pas entendu pour le changement de cap, il vaut mieux qu'il ait lieu tout de suite, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on vote contre qu'il y a une dissolution, c'est qu'on peut faire un autre gouvernement, plutôt que d'attendre un délitement, une absence de résultat qui risque de faire les joies et le boulevard de l'extrême droite et de la droite. Mais vous avez vu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end? Les frondeurs, ils sont gentils, mais ils ont un couteau sans lame. Oui, enfin ça, Jean-Luc est toujours excessif dans bien des cas. Oui, je veux dire... il n'est pas désagréable avec lui, il a faucillé le marteau, lui. Non, mais de si toute vous avez façon, le couteau sans manche... C'est aussi sa qualité. Il est très carré et il a des positions qui ne sont pas nuancées. Ah ça, il y en a qui sont très ronds, c'est vrai. Non, moi, je ne suis pas ronde. Non, mais il y en a un qui l'est. Par ailleurs, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc, il veut absolument aller au clash pour le clash. Moi, la stratégie que nous développons, c'est celle de dire il faut construire une alternative de gauche conforme aux engagements de François Hollande qui rassemble largement une majorité, notamment rouge-rose-vert. Et donc, de mon point de vue,
si on était aujourd'hui, telle n'était pas l'opportunité, puisque manifestement nos amis écologistes souhaitaient s'abstenir, manifestement une large partie socialiste pensait qu'il valait mieux jouer la carte de la pression, eh ben je joue la carte de la pression parce que je pense que le Premier ministre ne peut pas rester indifférent au vote qui s'est passé aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à Maître Collard, Gilbert Collard, alors, on y reviendra. Est-ce que pour l'opinion publique, votre position est lisible? C'est la même question que je pose aux écologistes, à vous, dont vous êtes le représentant sur ce plateau. Est-ce que l'opinion publique comprend, d'après vous, votre position? Pour nous, je pense qu'ils la comprennent bien mieux. C'est une position, nous ne sommes pas au gouvernement, comme j'ai exprimé tout à l'heure, donc c'est la vigilance, mais je n'ai pas du tout la même vision que Marie-Noëlle vient de l'exprimer, bien au contraire. Et il nous semble que les engagements qui ont été pris par le gouvernement, par Valls 2, comme on l'exprime, sont au contraire des engagements qui répondent à une des attentes des Français, c'est le pouvoir d'achat et surtout des plus modestes. Je rappelle que le SMIC, nous devrons réussir à l'augmenter de 500-600 euros par an, qu'il y a eu un très modeste coup de pouce pour les plus modestes retraites, et surtout au niveau des impôts, on apprend qu'il y a encore 1 million de Français qui vont sortir des impôts en 2015. C'est pas la politique de l'austérité, c'est plutôt la politique de tout à la fois la relance par l'entreprise, parce qu'on ne la relancera pas, la France, sans passer par l'entreprise, mais aussi en redonnant à ceux qui souffrent depuis trop longtemps quelques moyens. Et il faut continuer. Mais vous applaudissez ? Alors pourquoi vous êtes abstenu? Mais parce que nous ne sommes pas au gouvernement et que je crois que nous devons aussi continuer à appuyer sur un élément qui manque, qui est un peu faible, même relativement faible, c'est la partie conjuguer cette vision de la relance avec l'écologie. Aujourd'hui, on appelle ça la social écologie. Eh bien, elle n'est pas encore actée. On n'a pas compris que le monde dans lequel nous sommes face à une crise financière, économique et même une crise sociale. Pourquoi? Parce que tout s'effondre d'un point de vue environnement. C'est un écolo qui en parle, mais les réalités économiques, elles sont là. Quand vous avez, et j'en finirai là-dessus, juste pour un chiffre, augmenté de 300% le coût des matières premières depuis 15 ans, eh bien, ça impacte dans le portefeuille de tous, ça impacte dans le budget de la nation. Et donc, il faut justement se poser la question, pourquoi nous sommes dans une société de gaspillage? Changeons. On va donner la parole à Maître Gilbert Collard. Vous avez voté contre, vous souhaitez toujours une dissolution de l'Assemblée? Écoutez, si on était représenté au Parlement comme les plus de 6 millions d'électeurs mériteraient qu'ils soient, le gouvernement Valls, aujourd'hui, serait renversé. Hein. Mais bon, restons dans le réel, on n'y est pas. Hein. Moi, je réfléchis avec au cœur la préoccupation de mon pays. J'ai le droit, non? Il n'y a pas que les artichauts qui comptent, il y a les êtres humains aussi. Et j'entends Mme Lieberman qui dit il faut une alternative de gauche. Incroyable. Avec un gouvernement de gauche, il faut une alternative de gauche. Bon, j'attends le représentant des Verts dire nous ne sommes pas au gouvernement. Foutez de nous, vous y avez été au gouvernement. Bon. Vous y avez été. Donc vous portez quand même, par votre présence au gouvernement, la responsabilité de ce qu'a fait ce gouvernement. Mais bon. J'ai écouté M. Valls, et franchement, s'il y avait eu des choses qui me paraissent bonnes, je le dirais. Rien ne va. Je le dirais. Ben, c'est vous qui dites que rien ne va, puisque vous vous abstenez. Non. C'est vous qui dites que rien ne va. Non, attendez, soyez cohérents quand même. Moi, je veux bien. Soyez cohérents, ne serait-ce que pour vous. Pour vous. Moi, je suis cohérent. Bon, vous dites que tout va bien, et vous venez nous dire. C'est pas ce que j'ai dit. Je me suis abstenu. On nous dit que tout va bien, et il y avait avant le vote une majorité de frondeurs, c'est vrai, qui ont fondu, parce que l'urne, ça chauffe, hein, ça fait fondre l'urne, la chaleur de l'urne fait fondre. Bon. Et j'ai écouté le discours. C'était un supermarché pour les frondeurs. Ils y trouvaient tout ce qu'ils voulaient. Vous aviez votre charcuterie, les frondeurs du PS, il y avait leur victuailles. Bon, mais qu'est-ce que je retiens, moi, de ce discours? Deux choses, et puis on va en débattre. Je peux me tromper, je l'admets, on va en débattre. Un, incroyable mais vrai, dans un discours qui précède un vote de confiance, le Premier ministre désigne l'adversaire
à la présidentielle, il évoque Nicolas Sarkozy comme étant son seul adversaire. UMP, PS. Attention, il faut vraiment que sur le ring, il n'y ait que nous deux. On peut même se demander, c'est une réalité ce que je dis là, hein, on peut même se demander s'il ne se projette pas déjà, M. Valls, en 2017. Mais vous allez répondre à mon observation. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, hein. J'acte un fait. Et deuxièmement, il va aller voir Madame Merkel. Et il va, sous le poids du pacte budgétaire qu'on ne voulait pas, demander à l'Allemagne, qui n'a pas notre économie, qui a une économie beaucoup plus florissante que la nôtre, de faire quelque chose. Mais vous croyez qu'ils vont accepter ? Franchement. Et non, la question, elle est simple. Est-ce qu'ils vont accepter ? Est-ce qu'ils vont accepter ? Répondre. Est-ce qu'on fait quelque chose pour régler le problème accablant de l'euro? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Ah oui, oui, il va les discuter, voilà. Donc l'euro a baissé. Oui, l'euro a baissé. Ça vous rejoint peut-être votre démonstration. Par rapport au dollar, oui. Ça tente à prouver que l'euro est le problème. Voilà, j'allais vous le dire. C'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait contre la servilité face à l'Europe, face à l'OTAN, face à l'Amérique, face au MEDEF? Ça devrait vous parler, tout ça, quand ça même. me parle. Bon. Et à un moment donné... Allez, François-Michel Lambert, ensuite Marie-Noëlle Lienemann. À un moment donné, on voit que pour éviter de parler du fond, on crée des épouvantails. C'était une habitude chez vous, donc l'Europe, l'OTAN, l'ONU, je ne sais trop, Merkel. Mais le front de gauche, on a parlé aussi. Revenons sur le sujet. Le sujet, c'est ce que vous ne dites pas aux Français. C'est ce que vous ne dites pas aux Français. C'est ce que vous ne dites pas aux Français. Et vous avez écouté tout le discours ou juste un seul passage? Qu'est-ce qu'il a dit aux Français? Moi, je veux que les Français sachent que, par exemple, ceux qui sont au SMIC, eh bien, ils vont gagner 500, 600 euros de plus net. Et même mieux que ça. Mieux que ça, on va baisser les charges sur le SMIC. Et pourquoi? Parce que demain, la transition écologique, et ce n'est pas que les artichauts, je trouve que vous êtes bien méprisants, c'est surtout les navets, les artichauts. La transition énergétique, c'est la rénovation thermique, c'est les énergies renouvelables, ce sont des emplois accessibles à tous. D'accord, des emplois qui sont souvent sous-payés, eh bien ils seront mieux payés et plus accessibles. C'est 100 000 emplois en 3 ans et qui seront réels et qui seront là. Et ça, vous ne le dites pas. Vous m'autorisez une observation? Vous préférez utiliser un épouvantail, Merkel ou d'autres. D'abord, je vous dis une chose. Vous avez parlé des 1 million de pas tous les deux en même temps. Vous avez tort de dire du mal. Attendez, stop, on ne comprend plus rien. Parce qu'ils sont très écologiques. Ils chassent les oiseaux nuisibles. Vous avez tort. Entendu le début. Je vais faire une observation. Comment pouvez-vous nous vendre cette mendicité? Quelle mendicité? Vos augmentations dont vous parlez. 500 euros. Dans une situation où le gaz... Mais attendez, arrêtez. Où le gaz augmente, où l'électricité augmente, où la vie augmente, où les impôts augmentent. Mais les impôts, qui augmente les impôts dans ces communes? Tout augmente. Et qui augmente son salaire et qui augmente le coût à la cantine. C'est la moindre des choses qu'on leur apporte cette aide à ces malheureux. On va peut-être donner la parole à Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais dire des choses simples. C'est qu'il était légitime que Manuel Valls parle de Nicolas Sarkozy. Parce que Dieu sait que je suis critique sur un certain nombre de choix, et notamment sur le pacte de responsabilité, où je trouve qu'on dilapide au moins la moitié des 41 milliards pour des choses qui ne seront pas nécessaires au redressement du pays et qui vont du coup être financées par des baisses d'impôts, par des baisses d'aides publiques, et notamment d'investissement public. Donc ce désaccord, on l'a depuis le début, on l'a exprimé au sein du PS, on l'a exprimé auprès de Manuel Valls. Beaucoup de vos amis écologistes partagent l'idée que ce pacte de responsabilité, en tout cas une partie de vos amis. Donc c'est un vrai débat sur ce pacte de responsabilité. Et il me paraissait utile qu'on dise que nous pensons que ça ne va pas dans la bonne direction pour le pays. Mais par contre, on ne peut pas exonérer Nicolas Sarkozy du fait qu'on a une dette qui s'est creusée de façon extrêmement forte sous son quinquennat. Et que quand on les entend, quand vous entendez aujourd'hui, d'une part, la droite reprendre complètement les propos de M. Gattaz pour nous dire qu'il n'y a qu'à tout déréguler le travail, qu'il n'y a qu'à remettre en cause tout le droit social, quand il nous rajoute à ça qu'il faut absolument que la dette, le passif, il s'en exonère, comme s'il n'en avait pas creusé une partie de notre tombe, c'est quand même légitime. Mais comment expliquez-vous qu'il cite à la tribune de l'Assemblée nationale le nom de Nicolas Sarkozy? Parce que c'était l'ancien président de la République. Le bilan de la droite, il est lié au quinquennat.
À cause de son bilan qu'il... oui, pour une je dis à cause en me référant au propos de Manuel Valls. L'illégitimité de M. Sarkozy à venir nous expliquer qu'il porte l'avenir alors qu'il porte le débit. Il peut vous ressouder, Nicolas Sarkozy, la gauche ? De toute façon, moi je vais vous dire que ce soit Sarkozy ou un autre, il faudra bien que la gauche, moi je souhaite que la gauche se soude contre la droite. Mais on ne peut pas se souder que contre. Pas contre la droite. Il faut fondamentalement construire des convergences et c'est de mon point de vue la grande question d'aujourd'hui. Deuxième sujet qui a été évoqué, la question européenne. J'ai voté contre le TSCG. J'étais déjà contre le projet constitutionnel, le fameux traité Mercosur. Bon. Je pense que c'est une grave erreur, d'autant plus que les promettre 0% quand on n'est même pas foutu d'en faire 3. Franchement, ça me paraissait, et je n'aime pas que la France ait l'air du mauvais élève, car on n'est pas le mauvais élève, on n'est pas d'accord sur cette stratégie. C'est pas la bonne pour l'Europe, c'est pas la bonne pour la France. Reste que, on ne peut pas enlever, M. Collard, le fait, et on ne peut pas toujours crier au loup en disant tout va aller mal, c'est foutu d'avance, il n'y a qu'à tout casser. Est-ce que ça va bien ? Non, je ne dis pas que ça va bien. Eh ben, je dis que pas si mal que ça. Attendez, ce que je dis, c'est qu'au moment où la crise commence, c'est dramatique que ça ne se soit pas fait avant, c'est dramatique que l'on n'ait pas posé plus tôt la question du rapport de force, mais vous ne pouvez pas nier qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en Europe. Alors, mais ça, je ne le nie pas. Quand vous avez un gouvernement qui vous dit qu'il va participer activement à ce que la réorientation qu'il a toujours souhaitée, à savoir d'un côté que l'euro soit moins élevé. Moi, personnellement, je plaide pour la parité euro-dollar et je rappelle que les États membres sont compétents. Non, monsieur, ça n'est pas dangereux. C'est que les États membres sont compétents en matière de politique de change. Quand vous voyez que Draghi commence à racheter les dettes des États, quand vous voyez qu'il y a quand même un débat sur la relance par les investissements en Europe, on peut avoir deux stratégies. Personnellement, je ne suis jamais pour la stratégie du pire. C'est le moment de se faire entendre en Europe. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Et le Premier ministre vous dit ça. Pas pour autant que j'approuve, j'attends de voir. Mais il le dit. Je voudrais simplement vous poser une question, parce que vous avez peut-être raison. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Qu'est-ce qu'il a comme argument, M. Valls ? De toute façon, il a un argument que je pense qu'on aurait dû utiliser avant, c'est que contrairement à ce qu'on croit, la force de la France n'est pas liée à son PIB ou à ses déficits publics, il est lié à son poids stratégique dans l'Europe. Oui, mais nous sommes une grande nation. Donc, à partir de ce moment-là, on était une grande nation. On est toujours une grande nation. Non, mais quel argument ? Je je veux pas le déclin national. Au contraire, le déclin national. Oui, sauf que c'est une façon pour vous de faire croire que la France va être grande parce qu'elle est soi-disant déclinante. Attendez, si la France était en bon état, on le saurait. Mais bien sûr, mais aucun pays n'est pas en si mauvais état. Avec 2000 milliards de dettes, aucun pays n'est en bon état. La question que je vous pose, si vous ne voulez pas y répondre, vous n'y répondez pas. Mais le rapport de force politique de la France. Quel rapport de force ? Eh ben, le rapport quand Sarkozy a voulu jouer le rapport de force, on l'a envoyé balader. Et vous allez, écoutez, vous allez voir comment ça va se passer avec Valls. Si je me trompe, je ferai amende honorable. Mais à mon avis, il sera éconduit. On va donner un peu la parole. Voilà. Éconduit de la même manière. Non, à François-Michel Lambert, qui est un peu isolé dans son coin. Allez, stop à droite. Enfin, je dis à droite. Je laissais les deux autres débatteurs se concentrer sur l'Europe et nous dire notamment que la baisse de l'euro, ça nous arrangera. Oui, on paiera encore plus cher le pétrole qui fait 90%. 90% du déficit commercial, c'est le pétrole. Donc, et on le paye moins cher grâce à un euro élevé. Donc il va falloir jouer tout doucement sur ce. Et secondo, au niveau de l'Europe, il y a effectivement à un moment donné, cette Europe doit se poser les bonnes questions entre une Allemagne qui est en train de muter parce qu'elle se rend compte qu'elle est vieillissante et qu'elle n'a pas les mêmes objectifs qu'une France jeune. Et au contraire, moi je fais pas du France bashing, j'en ai ras-le-bol. Mais si, vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça, cette grande nation qui n'en est plus. On s'en fout de savoir si on est une grande nation napoléonienne. On est une nation, je finis s'il vous plaît, on est une nation qui a tant d'éléments positifs. On a un amour essentiel de la nation, vous le savez très bien. Et une jeunesse, et je dirais même une immigration qui est une chance. Quand je vois comment vous la rejetez alors que... Oui, ça allez. Vous n'avez pas votre accordéon, vous en êtes encore là? Regardez vos amis. Mais vous en êtes encore là, bien sûr. Vous qui allez défiler avec des gens qui ont le drapeau de l'État islamique du Levant
devant. Par contre, moi, je vois... Vous me faites la leçon, non mais je vous en prie. Je vois comment vous rejetez les enfants dans les communes que vous avez à Beaucaire, notamment. Allez, chantez-moi la chanson. Mais on rejette tout le monde, on est des méchants. Il n'y a que vous qui êtes gentils, avec votre arrosoir, vos salades. Nous, on est des méchants, mais oui. Je crois qu'à un moment donné... On est très méchants, oui. On va plus avoir le temps. C'est un peu méchant. Un peu bas. On va revenir vers vous, Marie-Noëlle. Mais vous représentez rien. Sur l'euro, une précision. Si vous n'aviez pas fait des accords avec le Parti Socialiste, vous êtes des confettis électoraux et vous le savez. Bon, si demain il y avait une dissolution, vous seriez combien à l'Assemblée? François-Michel Lambert. Attends, alors François-Michel Lambert. C'est un peu votre caquet quand même. Votre caquet moral en plus. Vous faites la leçon, nous on est méchants, on exclut. Oh, mais non, mais attendez, vous êtes des malades. Alors, François-Michel Lambert, on va revenir sur l'euro. Sur l'euro, il ne faut pas laisser. Vous avez vraiment un problème. Il est trop bas. Oui, le problème, ce sont les gens qui parlent pas français. C'est un problème psychologique. On va revenir sur l'euro. Ça s'appelle la paranoïa. On va revenir sur l'euro parce que Manuel Valls a quand même expliqué tout à l'heure, je le cite, la baisse de l'euro, ça a permis de sauver des dizaines de milliers d'emplois. Donc il y a un problème quand même avec l'euro. Enfin, on peut pas... il y a un problème, mais il y a un curseur. Il y a un problème, mais il y a un curseur. Mais je crois que si on se concentre trop sur l'euro et que l'on ne retravaille pas sur nos fondamentaux, et c'est une des questions sur lesquelles nous devons peser, notamment dans les futurs budgets et les orientations. Moi, j'ai quand même noté que le Premier ministre a rappelé encore et encore que nous devions plus que jamais nous engager dans la transition écologique. Et ce n'est pas les artichauts, hein. Non. C'est notre modèle de gaspillage. Nous avons une industrie qui perd énormément, qui n'a pas investi depuis des dizaines d'années, comparé à d'autres. Et elle perd notamment sur des gabegies en termes d'énergie et des gabegies en termes de ressources. Et nous y travaillons. Et j'attends que vous y veniez, notamment sur le sujet de l'économie circulaire. Qui doit vous dépasser, Monsieur Collard. Voilà, dans la deuxième partie. Mais cet homme est vraiment très désagréable. Non, mais vraiment, vous en arrivez là. C'est une technique que l'on connaît bien, mais qui est usée. Les Français en ont marre. Parlez du fond et parlez de ce que vous proposez. Ça calme, prenez un peu de Restez avec nous. Ça calme. Marie-Noëlle Lienemann aura la parole au début du deuxième partie du débat. Quelques mots de la suite de l'actualité. On y reviendra aussi tout à l'heure. Eh bien, on va reprendre ce débat d'ici quelques minutes. On se retrouve donc dans un instant. Divine, Givenchy. Ils ont défié le monde entier. Sauront-ils mener leur club au sommet de l'Europe? C'est magnifique. Une chose est sûre, les champions sont de retour. Serez-vous là? Ne ratez pas la reprise de l'UEFA Champions League en intégralité seulement sur beIN Sport, le plus grand des spectacles. En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas du tout. Par exemple, brancher un portable. C'est simple. Brancher une lampe. C'est simple. Brancher la musique. C'est simple. Eh bien, brancher Zoé. C'est tout aussi simple. Et encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture. Et sa batterie. L'installation de la prise. Pour vous brancher chez vous. Et le câble. Pour vous brancher partout. À partir de 169 € par mois. Tout est compris. Pour plus d'informations, appelez le 3023. C'est simple. Sur eDarling, 1 membre sur 3 rencontre l'amour. C'est le résultat d'un service fondé uniquement sur la compatibilité entre nos membres. eDarling.fr. Exigez des rencontres de qualité. Toutes vos applications pour créer un univers unique, des vidéos Full HD, un appareil photo 20 mégapixels. Tous vos contenus accessibles sur votre PC, votre tablette et votre smartphone grâce au cloud OneDrive. Nokia Lumia 930, tout votre univers Windows pour une expérience unique. Disponible chez Bouygues Télécom. Devant moi, il y a la route. Il y a les défis. L'aventure. Devant moi, il y a les rêves. Et derrière chaque rêve, il y a une Honda. J'ai créé Nextier. Avec Nextier, vous choisissez vos lunettes maintenant et vous les payez en 1 an. Oui, en 1 an, mais c'est sans intérêt et sans frais de dossier.
bien évidemment. Nexture d'Afflelou, il fallait l'inventer. On a en ce moment tous les ingrédients d'un temps estival. Soleil, chaleur et les orages, évidemment, qui arrivent d'ailleurs pour les prochains jours à cause de ce système qui est en train de se rapprocher, on le voit très bien, qui apporte dans un flux de sud de l'air extrêmement chaud en provenance d'Afrique, de l'air instable en provenance aussi de la Méditerranée et très humide, d'où ces orages et notamment sur ces deux départements qui ont été mis en vigilance par Météo France pour la nuit de mardi à mercredi et pour la journée de mercredi. Donc il s'agit de l'Aude et de l'Hérault, surtout la partie est aussi de l'Aude où les cumuls de pluie risquent d'être importants. Donc voici ce qui va se passer dans la matinée de mercredi. On attend ces pluies soutenues et ces orages localement violents, accompagnés donc de ce vent de sud-sud-est. Dans la matinée, un temps lourd sur toutes ces régions, avec des nuages bas près des frontières du nord. Un temps beaucoup plus calme dans le sud-ouest, que vous devriez garder d'ailleurs dans l'après-midi, mais vous remarquez que ces orages vont progressivement remonter jusqu'à la Bretagne. Quelques averses en revanche vers la Normandie et jusqu'aux frontières de l'Est, avec quelques orages, mais ça c'est classique en montagne. Et des orages sont prévus aussi sur la Corse. Les températures, alors dans la matinée, elles sont en hausse, jusqu'à 20 degrés encore près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, toujours de la chaleur, des températures équivalentes à la veille. Il a fait 31 degrés mardi après-midi à Saint-Jean-de-Luz. Il en est prévu 30 encore dans le sud-ouest, 30 aussi à Ajaccio. Pas moins de 22 degrés, ce sera pour Cherbourg, et encore 27 degrés dans la capitale ou à Rennes. Voici les 2 jours suivants. Donc jeudi, toujours ces orages localement violents et parfois accompagnés de grêle sur les régions de l'ouest, un petit peu moins d'ailleurs sur les côtes aquitaines. Et c'est là qu'on va se méfier parce qu'il va y avoir encore de forts cumuls de pluie sur le golfe du Lion avec ce vent assez violent. Et puis pour vendredi, toujours ces cumuls de pluie importants et ces orages qui remontent progressivement jusqu'à la Belgique. Mais remarquez les températures, elles vont rester élevées. Tout de suite, l'info avance sur LCI. Dior Homme, le parfum, par Christian Dior. Nouvelle Renault Twingo, agile de corps et d'esprit. Découvrez nouvelle Renault Twingo à partir de 129 € par mois. Bonne nouvelle, notre banque est prête à vous suivre. Cette idée de développement dans le Poitou, ça me semble... Attends. J'ai jamais dit dans le Poitou. J'ai une opportunité au Pérou. Je parle toujours sous ton contrôle, Jean-Claude. Mais le Pérou, faut qu'on voit avec le siège. Avec le CIC, vous choisissez la banque qui accompagne le plus de PME à l'international. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Devant moi, il y a la route. Il y a les défis. L'aventure. Devant moi, il y a les rêves. Et derrière chaque rêve, il y a une Honda. Elle vous offre une expérience d'écriture naturelle. Elle est d'une incroyable finesse. Elle s'adapte parfaitement à tous vos besoins avec son grand écran tactile et son processeur ultra rapide pour en faire toujours plus. Voici Surface Pro 3, la tablette qui remplace votre ordinateur. Sofinco. Je viens vous chercher, Frédéric. Faut absolument qu'on annonce quelque chose d'important aux Français. Quoi, maintenant là? La victoire peut attendre, Frédéric, pas les Français. Parce qu'on ne fait pas attendre vos projets, Sofinco vous fait profiter d'un taux exceptionnel de 3,9% sur 36 mois. Oui, 36 mois. Appelez le 3005 ou rendez-vous chez nos partenaires. Sofinco, vous vous engagez, nous aussi.
Peugeot 508, avec nouvelle motorisation essence et Blue HDI. La route est son territoire. Bonsoir ou rebonsoir, édition spéciale suite sur LCI consacrée au vote de confiance cet après-midi à l'Assemblée nationale. On va tout de suite regarder le résultat car il est important ce soir. 269 députés ont apporté leur confiance au Premier ministre, 244 lui ont refusé et il y a 53 abstentions, dont 32 socialistes, les fameux frondeurs et les écologistes. Autrement dit, pas de majorité absolue pour le Premier ministre. Et pour commenter, pour analyser tout cela sur ce plateau avec nous, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir, rebonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris. Vous n'avez pas voté puisque vous êtes au Sénat, mais vous avez quand même un avis sur la question. François-Michel Lambert, député Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, vous vous êtes abstenu. Et Gilbert Collard, maître Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine du Gard. Vous avez voté contre également avec nous Renaud Pilat, notre spécialiste politique TF1 News LCI. Alors justement, on va commencer cette nouvelle séquence en revenant, en faisant oui, vous allez absolument Marie-Noëlle Lienemann, mais je voudrais qu'on revienne, parce qu'on en a parlé pendant la pause, sur un élément important dans le discours de Manuel Valls, alors qui était a priori pas dans le discours que Laurent Fabius vous a lu au Sénat. Laurent Fabius nous a cité Nicolas Sarkozy dans le texte du Sénat, mais bon, peut-être ça m'a pas frappé. C'est l'ancien président en fait. Voilà, alors donc, il a dit l'ancien président. Ouais. Oui, on va resituer le contexte. Manuel Valls, il ne prononce pas le nom de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a participé au débat. Renaud Pilia, il y a une semaine importante qui s'annonce, notamment pour l'ancien président de la République. Est-ce qu'il peut interférer, donc on l'a vu cet après-midi, dans le débat politique? Est-ce que la gauche, le PS peut s'en servir entre guillemets? Oui, s'en servir parce que il faut voir que depuis des semaines, médiatiquement, le face-à-face, c'est entre le gouvernement, Valls, et les frondeurs du PS. On a l'impression que le débat se situe à l'intérieur, c'est quand même phénoménal, de la majorité, un gouvernement qui guerroie avec ses propres députés. C'est insensé, alors qu'ils sont tous au plus bas dans les sondages. Et la droite est totalement absente. Mais grâce à Dieu, la fin de semaine va nous amener un sauveur pour le débat, en tout cas pour l'instant, Nicolas Sarkozy, qui va annoncer son retour, sa candidature à la présidence de l'UMP, avec un retour qui sera tonitruant, tel qu'on connaît Nicolas Sarkozy. Et on l'a remarqué dans le discours de Manuel Valls, il a essayé de réactiver ce fameux clivage droite-gauche, enfin, parce qu'il pédalait dans le vide, finalement, les socialistes depuis des mois. Voilà. Et il a cité l'ancien président de la République en disant... Chiche, on va enfin pouvoir batailler projet contre projet. Et là, ils espèrent que, en réactivant le droit-gauche, en réactivant le souvenir 2007-2012, eh bien, des parlementaires comme Marie-Noëlle Lienemann voient l'épouvantail Sarkozy revenir et se disent, finalement, Valls, c'est pas si mal. On va justement réécouter un extrait du discours de Manuel Valls. Ce débat doit s'ouvrir pleinement devant les Français, y compris avec un ancien président de la République. J'entends les diverses propositions alternatives de l'opposition. Il faut donc assumer ce débat. Projet contre projet, chiffrage contre chiffrage. Voilà une vraie confrontation, la vraie confrontation démocratique et utile pour les Français. Comme chef du gouvernement, j'y suis prêt parce que cette vérité, cette transparence, nous la devons à nos compatriotes. Marie-Noëlle Lienemann. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Il est clair que la droite dans ce pays est aujourd'hui aux abonnés absents. Ça pose un problème démocratique. Attendez, absolument, parce qu'on a besoin dans une démocratie qu'il y ait une droite et qu'il y ait une gauche. Et je pense qu'une partie de l'extrême droite vient du fait qu'il n'y a pas une alternative claire entre la droite et la gauche. Ce qui me fait d'ailleurs plaider pour qu'on soit plus collé aux engagements pris par le président Hollande quand il était candidat et au discours du Bourget. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la droite, quand même indépendamment de Nicolas Sarkozy, pendant tout le discours, tous les débats qu'il y a eu à l'Assemblée, n'a fait que soutenir les propositions de M. Gattaz sur la dérégulation complète du droit du travail, sur toute une série de mesures qui est ce qu'il y a de plus extrême dans le libéralisme le plus débridé qu'on a à nous proposer. Alors, donc mieux vaut le gouvernement. Alors, attendez, 30 secondes. Ça n'est pas parce qu'on est contre la droite
Et il va falloir se mobiliser contre elle, parce que les Français, désabusés, peuvent se dire finalement on s'en fout, on s'abstient, et du coup on laisse soit l'extrême droite, soit la droite au pouvoir. Moi, je ne pense pas qu'on ne construit que contre. En même temps, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Hein, il faut se rappeler. Oui, il faudra choisir, mais il a aussi le président de la République et le Premier ministre. Ils ont la responsabilité de rassembler leur camp. Celles et ceux qui ont fait la victoire de François Hollande doivent se retrouver. Pas parce que c'est des histoires de boutiques de gauche et de droite, parce que c'est une certaine idée de l'avenir du pays. Oui, nous pensons que les droits sociaux font partie du modèle français. Oui, nous pensons que l'intervention, que la place de la France dans l'Europe est une place singulière qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'Europe, pleinement dans l'Europe. Mais en appelant l'ancien président de la République à la rescousse, pour reprendre un peu l'expression et l'analyse de Renaud Pilat, est-ce que vous offrez pas un boulevard au Front National, au Rassemblement de Marine, qui a un beau jeu de vous dire, bah vous voyez, le NPS, là, ils sont... Voilà. Non, mais laissez-moi dire ce que je voulais dire éventuellement. J'ai pas envie de vous laisser dire. J'ai envie d'expliquer que... ça fait un quart d'heure que vous le faites, au cas où votre montre vous aurait échappé. Ça doit être le cas. Ça doit être le cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus la gauche est la gauche, laissez un peu la minorité s'exprimer. Oui, vous êtes une minorité. Vous direz, ça va pas durer, ça va pas durer. Ça va durer, j'espère, bien longtemps. Moi, je suis très attentif à ce qui se dit, et je note même certaines phrases. Bon, l'intervention de M. Valls me semble claire, y compris avec un ancien président de la République. Enfin, tout de même, il dit cela à la tribune dans un moment solennel. Il fait entrer dans la question de confiance, incroyable mais vrai, Nicolas Sarkozy. Vous avez dit pas d'alternative claire entre la droite et la gauche, c'est ce qui fait que les gens vont vers le Rassemblement Bleu Marine et le Front National. Mais c'est que vous êtes les mêmes, vous venez de le dire. La démonstration est faite, du reste les accords, on le voit bien sur le plan électoral quelquefois, la démonstration est faite, et je ne dis pas que c'est votre cas, mais la démonstration est faite que idéologiquement, entre la gauche de M. Valls, la gauche de M. Hollande, et l'UMP de M. Fillon, de M. Copé, de M. Sarkozy, mais vous êtes tous dans les fonds baptismaux du MEDEF, il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y en a pas. Alors évidemment, il y a les petits poussés là, de verts qui sont derrière et qui grappillent des places, des postes de députés, parce que sinon vous n'auriez, malheureusement pour vous, pas grand-chose. Bon. Mais la réalité, c'est quand même, et cette phrase du Premier ministre est significative, c'est qu'il y a une entente idéologique. Non, il demande une confrontation projet contre projet. Mais quel projet contre projet? Le MEDEF, allez, en avant. L'Europe, en avant. Le traité transatlantique, en avant. Le pacte de stabilité, en avant, et ainsi de suite. Il y a 3 projets de société qui sont proposés aujourd'hui. Ils sont absolument d'accord. Mais pas 2. D'accord. Ils sont absolument d'accord. Il y a 3 projets de société qui sont proposés aujourd'hui. 3 projets. Lesquels déjà? Il y a celui de l'idéal d'une France et de la régression, j'y reviendrai pas, porté par M. Collard ici ce soir. Oui, non, ça je la porte. Oui, vous dire que la régression, je la porte. Et que vous imaginez qu'on puisse revenir. Compulsif. Et vous imaginez qu'on puisse revenir au franc, qu'on puisse sortir de l'Europe, bien sûr. Qu'on puisse le camembert, la flûte de pain, le béret basque. Quelle est votre offre de progression? Vous avez une vision vraiment. Et je continue sur les 2 autres projets. Étroite, je n'ai pas une vision très étroite, c'est celle que vous exprimez. Et il faudrait maintenant l'assumer, M. Collard. Et vous ne l'assumez pas, si ce n'est par des détournements et des jeux de manches. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Mais je trouve que vous avez un discours qui est complètement stéréotypé. Bien sûr qu'il est stéréotypé. Vous êtes une machine. Vous avez appris une leçon et vous la récitez. Vous savez que la différence entre... J'aimerais avoir un débat. Je ne suis pas un politique de longue date. C'est peut-être ça qui vous déstabilise. Je suis déstabilisé. Et donc je reviens sur les 2 autres projets de société. Deuxième, troisième. Et les 2 autres projets de société, eh bien, il y a celui que nous devons améliorer, qui n'est peut-être pas encore suffisant autour de préserver notre modèle social, autour de croire en la société, autour de croire en l'union des uns et des autres dans ce pays, et de ne pas monter les uns contre les autres. La laïcité, mais aussi, et notamment la transition énergétique, la décentralisation. Et puis encore, la décentralisation. Encore un petit élément de langage. Mais non, c'est pas un élément de langage, la décentralisation, Monsieur Collard. Encore. Allez, débiter. Vous êtes encore sur une France de 1789.
1589. Oh non, non. Et l'autre projet de société, qui est celui de ultra-libéral, autour du temps de travail qui n'a plus lieu d'être, autour de 100 à 150 milliards d'euros, de 100 à 150 milliards d'euros dans les budgets qu'il faut trouver, alors que voilà, c'est ça. Mais c'est pas un budget Une question pour les écologistes. Juste une question pour les écologistes sur le troisième projet que majorité Hollande-Valls. Vous vous êtes tous abstenus là. Sur le budget qui va arriver, est-ce qu'il y aura des écologistes qui vont voter pour le budget cette fois ? Attendez, on ne connaît pas le budget. Mais c'est la question que je pose aux députés écologistes. Dans la ligne de ce qui a été annoncé par le Premier ministre, et notamment qu'il y a une réponse pour les classes les plus défavorisées, il est fortement probable que nous voterons. Sur la transition énergétique, les réponses qu'il y aura dans la loi transition énergétique, il est fortement probable que nous voterons. Nous n'allons pas voter cette fois-ci une augmentation des impôts, une augmentation de la TVA. Ça a été déjà fait. Vous l'avez voté. Et vous l'avez voté déjà, vous l'avez fait, ça. Mais j'assume. Et j'assume aussi qu'on est peut-être allé trop loin. Mais pourquoi sommes-nous allés trop loin ? Parce que dans quel état était le pays lorsqu'on l'a trouvé et qu'il fallait assumer les engagements de la France en moins de 3 mois? Les engagements de la France pris par le président de l'époque. Entre nous, vous avez eu le temps, et si je peux me permettre, maintenant on redresse. On s'en serait passé. Hein. Non. Arrêtez d'attaquer les personnes. Je tape une loi, mais vous êtes complètement perturbé. Moi, ce que je finis très clairement. Juste sur un peu. Merci Marie-Noël. Attaquer une loi, vous y voyez une personne, mais vous avez un problème d'hallucination. Il y a quelque chose dans ce monde politique, c'est l'accélération. Ça fait à peine 2 ans que nous avons pu, même pas 2 ans, que nous avons pu définir le premier budget, nous, à gauche. Et tout le monde en attend des résultats le lendemain du vote. Alors, restons calmes. Il reste un peu plus de la moitié du quinquennat à assurer. J'espère qu'on aura une stabilité aussi gouvernementale. On peut le comprendre, mais fallait-il encore ne pas aggraver la situation? Je peux quand même dire un mot. Merci, Marina. Je vois bien l'argumentaire de mon camarade et ami écologiste. Pour ma part, sur la question du pouvoir d'achat, je considère que le compte n'y est pas. Parce que j'entends bien... Donc le budget, ça sera abstention. Attendez, on n'a pas encore le vote du budget. D'ici là, d'ailleurs, j'observe parce que je voudrais comprendre, et ça ne m'a pas paru encore hyper clair dans les propositions. On avait promis, on l'avait déjà voté, l'allègement de cotisations sociales pour les salariés en dessous d'un certain niveau. Comment cela, ça a été retoqué au Conseil constitutionnel, quelle va être la stratégie qui va redonner ce pouvoir d'achat? On ne va pas nous vendre 2 fois que c'est un grand projet. A priori. Ben voilà, mais non, premièrement, quel est le niveau de ces baisses d'impôts? Qui va toucher par rapport aux autres? Deuxième sujet, quand vous faites le total sur les petites retraites, moi je veux bien qu'on dise que c'est un gros progrès, mais enfin c'était déjà voté avant et on nous dit on va faire un geste. On fait 4 fois le même geste. La réalité, c'est qu'on a aujourd'hui 250 millions d'euros seulement de relance de pouvoir d'achat. C'est trop peu. Et on a 41 milliards, dont la moitié de ces 41 milliards ne vont pas être utiles aux secteurs qui sont en concurrence et ne vont pas utiliser cet argent soit pour investir, soit pour créer des emplois, soit pour améliorer la situation des jeunes dans la formation. On a un constat équivalent, mais est-ce qu'on est sur la défensive ou sur l'actif? Attendez, 30 secondes. À partir de là, nous, ça fait des mois et des mois qu'on propose que justement on redonne des conditions au pacte de stabilité, au pacte de responsabilité, et que l'on cible les aides publiques. Ça fait des mois et des mois. On constate aujourd'hui que M. Gattaz nous dit « j'en ai rien à faire des engagements parce que pour le 1 million d'euros, il faut et encore supprimer les 35 heures, et encore ceci, cela, vous avez entendu les annonces. » On nous dit de l'autre côté, le CICE, il devrait y avoir des contreparties. Quand vous êtes dans l'administration, vous êtes un syndicaliste, vous dites, mais dites donc, les gars, ils touchent le CICE et ils font suer le burnou aux sous-traitants. Puisqu'ils disent aux sous-traitants, vous devez baisser vous devez baisser vos prix de l'équivalent CICE. C'est-à-dire les grosses boîtes qui se prennent tout le profit. Et ajouter la concurrence déloyale. Deuxièmement, les mêmes, je prends l'exemple de l'accord avec la chimie. Dans l'accord avec la chimie, il y a le même nombre de recrutements qu'avant qu'il y ait le CICE, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de départs en retraite qu'il n'y en avait avant le CICE. Donc, bilan des courses, moins d'emplois dans la chimie française. Par contre, pas de réorientation des filières vers la chimie verte ou des choses comme ça.
Ces débats sur le ciblage, parce que ça compte pour les emplois, ces débats sur le ciblage des aides publiques, le gaspillage que ça représente et la nécessité de soit investir, parce que pendant ce temps-là, on fait pourquoi vous ne l'avez pas? Ça vaut une abstention, 50 tout milliards. Ça, parce que ce n'est pas des accords majeurs, c'est juste du débat. Pourquoi vous ne l'avez pas, ce débat? Mais c'est pas simplement, c'est des désaccords majeurs, monsieur. C'est le désaccord majeur. C'est du réglage. Pas du tout, parce que la contrepartie... Mais sous la droite, il y avait des coproductions législatives. Mais pourquoi attendez, vous n'arrivez pas à discuter? Ce n'est pas du réglage. D'abord, on aimerait discuter. Si le Premier ministre souhaitait discuter, ou le Président, pendant l'été, au lieu de nous dire circuler, il n'y a rien à voir, on continue et on va au MEDEF. Bravo le MEDEF et tous les autres sont des cons qui n'ont rien compris à l'entreprise. Je m'excuse, c'est quand même ça qu'on nous dit. Eh bien, on aimerait discuter. D'accord, discutons. Ça n'est pas que du réglage. Parce que c'est un équilibre nécessaire entre l'offre et la demande, parce qu'il y a aussi un mal-vivre des gens. Il n'y a pas que des histoires théoriques d'entreprise. Il y a des tas de gens qui n'arrivent pas à vivre. Un peu plus d'offres, un peu plus de demandes, ce n'est pas des désaccords majeurs. Allez, et puis on réécoutera Manuel Valls sur les retraites, justement. Moi, je souscris à tout ce qu'elle vient de dire. Mais ce qui est catastrophique, c'est que on a un débat presque scolastique, alors que les gens qui nous regardent souffrent profondément. Et aucune solution concrète n'est apportée à ces misères. Je veux dire qu'on n'a pas le courage d'aller au fond des choses, de toucher aux structures, d'y aller, même si ça fait pleurnicher quelques-uns qui vont voir dans le visage de l'autre le rictus de la haine qu'ils s'imaginent dans leur propre névrose. Quoi, il faut... Je parle pas de vous. Non, mais c'est quoi aller au fond? Je parle pas de vous. Mais aller au fond, c'est s'attaquer aux structures. C'est quoi s'attaquer aux structures? Attendez, mais vous croyez que j'ai besoin que vous me posiez des questions pour finir mes phrases? Non, mais attendez, Aubépine. Bon, il faut qu'on aille à la question européenne d'une manière frontale. L'euro est en train de nous détruire. Non, mais c'est pas tout. Mais non, je ne dis pas que... La réforme fiscale, c'est pas Je ne dis pas que c'est tout. Acceptez. Vous le faites, mais acceptez sans invective le débat. Il y en a qui s'en sortent mieux avec l'euro. Il y a des pays qui s'en sortent mieux avec l'euro. Mais ils ont d'autres structures, ils ont d'autres solutions économiques. Nous, on a une dette de 2000 milliards d'euros, vous le savez. Bon. Et puis, on a ce mécanisme bancaire qui nous interdit d'emprunter à nos banques. À la limite, si vous voulez, votre Europe mystique, qui a assassiné le peuple, elle aurait pu tenir si on avait posé des conditions différentes. Et elle pourrait tenir si on arrivait devant les dirigeants européens en leur foutant la trouille. Mais aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Pendant ce temps, pendant que les uns et les autres pérorfent, donnent des leçons, font la morale, les gens crèvent. Mais ça, moi, j'en ai marre. Je ne supporte plus. Objectivement, franchement, je ne le supporte plus. Les donneurs de leçons feraient bien de penser aux donneurs de misère. Parce que le peuple souffre. Et il souffre parce qu'on n'est pas capable d'avoir le courage, tous avec nos différences, d'agir. Oui, monsieur. Si vous ne le savez pas... Allez voir, le peuple souffre. Et ensuite, toujours... Et il souffre beaucoup. Et les solutions faciles, il n'y a qu'à régler au niveau de l'Europe. Mais on vient d'en discuter, tout le monde l'admet. Même M. Vasse a admis qu'il y avait un problème européen. Non, mais vous arrivez avec une seule et unique réponse, c'est l'Europe. Et en plus qui a assassiné le peuple et des mots comme ça. Mais non, la concurrence, vous feriez mieux d'avoir d'autres mots. La concurrence libre et non faussée, ça vous paraît bien? La concurrence déloyale, les délocalisations, ça vous paraît bien? Un des mots français. Ça vous paraît bien? Ça vous paraît bien? La délocalisation, elle est parfois aussi en France. La concurrence déloyale, il faut la combattre, évidemment. Libre et non faussée, ça vous paraît bien? Et vous croyez qu'on fait quoi? Mais répondez! Mais vous croyez que je vais dire que oui? Mais ce que vous faites, c'est que vous montez un Ne soyons pas caricaturaux sur la question. Voilà, les fuyons. Non, je ne fuis pas la question. Pas vous, je réponds à lui. Je lui pose des questions, il ne me répond pas. Et vous n'avez pas répondu aux miennes. J'ai dû aussi des désaccords. Je trouve plutôt positif qu'on réouvre la question européenne, alors qu'on avait l'impression qu'après la première étape du quinquennat, circuler, il n'y a rien à voir. Madame Merkel, on rentre dans les rails du 3%. Donc ça, c'est un bon point accordé au discours cet après-midi, alors. Je fais a priori, j'acte ça comme plutôt une évolution positive. Maintenant, tout dépendra de le résultat. J'attends de voir les actes, mais je ne pars pas du principe, Monsieur Collard, que tout le monde est dégonflé, qui ne va pas essayer de faire le rapport de force. Allez, accordons-lui du gonflage. Allez. À partir de là, la vraie question, c'est où on met notre rapport de force. Et moi, je prétends que la France a des outils qu'elle n'utilise pas suffisamment. Nous sommes contributeurs nets
au sein de l'Union européenne. On doit dire qu'on ne peut pas continuer la solidarité si les règles de la solidarité ne sont pas respectées. Alors, il faut faire comme. Est-ce qu'il faut faire comme Margaret Thatcher qui dit I want my money back? Faut faire comme Margaret Thatcher à une époque. Je suis comme De Gaulle. Je dis il y a des moments où il faut créer en Europe le rapport de force. Voilà. Marie-Noëlle Lienemann. C'est 18 milliards d'euros. Contribution nette. Juste une remarque. Si je peux me permettre juste une remarque, c'est plus facile pour un Premier ministre d'aller voir Angela Merkel quand il a une majorité stable et solide. Pas forcément. Vous ne rendez pas forcément. Eh ben, je ne suis pas de votre avis parce que Mme Merkel n'a pas une majorité stable et solide. C'est une coalition. Voilà. Non mais attendez, ça n'est pas. Mais Mme Merkel, je me moque. Je vais vous dire un truc. Je ne vais pas aller me prosterner devant Mme Merkel. Non. Je m'excuse, je suis représentante du peuple français. Mais c'est un Premier ministre affaibli. Mais c'est pas qu'affaibli ou affaibli. La France n'est pas affaiblie, quel que soit son Premier ministre. Non, mais M. Valls l'est. Je vais vous dire, ça n'est pas le problème. Quand M. Sarkozy a présidé l'Union européenne, je ne suis pas d'accord avec M. Sarkozy, et Dieu sait que tout le monde le sait. Mais il était le président de la République française. Et quand il a créé des choses, même des fois, j'avais des nuances ou pas, sauf si c'était vraiment antisocial pour la France. Mais quand il faisait le rapport de force, dans certains cas, il l'a fait modérément, il a fait quand même plutôt le toutou avec Mme Merkel. Jamais j'ai dit M. Sarkozy est affaibli. Pourtant, elle avait des sondages de trucs, parce que c'est la France. C'était pas les sondages d'aujourd'hui. Commençons pas à dire le président est affaibli, donc la France est affaiblie. Quand il parle, quand il demande qu'on réoriente la construction européenne, il a un mandat du peuple français qui avait dit réorienter vers la croissance l'euro sur la question monétaire. Majorité relative, c'est mais c'est pas une question de majorité relative. Il avait la majorité des Français. Dernier mot, parce qu'on n'a plus le temps. Je dirais juste que je crois que c'est là où on pêche. C'est qu'on va toujours chercher les autres et qu'il y a un adage qui me plaît beaucoup qui s'appelle « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui, faisons la réforme et j'en ai un peu ras-le-bol que l'on ne regarde pas. Toutes les chances que nous avons chez nous de pouvoir faire muter notre société et de pouvoir offrir un avenir à nos enfants, ils sont là, nous pouvons avancer, plutôt que sans cesse référer à d'autres et être loin. Moi, je le dis que j'en ai un peu ras-le-bol, que l'on dise que c'est au niveau de l'Europe que tout devra se passer. Et la régionalisation, je conclurai sur la régionalisation, et cette capacité à redonner aux territoires, aux élus locaux en qui on doit avoir confiance, aux acteurs locaux, de pouvoir avoir plus de responsabilité, plus d'autonomie pour agir au plus près pour les citoyens. C'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est une devise que j'aime bien. C'est pour ça que je suis contre bravo. Je vois que vous croyez au ciel, c'est déjà bien. Bon, un mot. Monsieur Valls va aller voir Madame Merkel. Il traîne derrière lui, qu'on le veuille ou non, et c'est triste et c'est dommage, toutes les casseroles de M. Hollande et de son gouvernement. Oui, mais arrêtez non mais attendez, c'est une réalité. Ça vous embête, mais c'est une réalité. On pense aussi à la casserole. Si on avait... Mais non, mais si on avait... Mais attendez, il fallait pas qu'on ait Hollande, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fallait pas qu'il aille rue du Cirque, il fallait pas qu'il y ait Madame Virveler, il fallait pas qu'il y ait tout ça. Bon, ça change quoi qu'on ait l'air de con? Mais c'est terminé. Ça change tout, hein. Mais qu'est-ce Merci beaucoup. On passe pour des blaireaux de cirque alors qu'on est une grande démocratie et qu'on met entre nous. Merci, c'est terminé. Hollande a été président par défaut. Ça vous arrange de dire ça? Non, moi je suis pas d'accord avec lui, il n'a pas été président. C'est terminé. Du reste, qu'il est par défaut, il a bien démontré. C'est terminé. Un dernier résultat de football. C'est la fin de la partie.